vous avez certainement déjà entendu parler de startups qui sont nées dans des garages. Apple, Microsoft, Amazon et bien d'autres. Alors, pourquoi pas dans un abri de jardin? À Bolton, dans le nord de l'Angleterre, un petit abri de jardin, caché derrière une modeste maison, va devenir l'atelier secret d'un des plus spectaculaires canulars artistiques du XXe siècle. Une famille va y fabriquer des antiquités, des sculptures, des peintures, toutes fausses, et les vendre à des musées prestigieux. Bienvenue chez la famille Greenhalgh, une véritable start-up de la contrefaçon. La famille Greenhalgh est composée de Sean, l'artiste, George, le père, Olive, la mère et George Jr., le frère. Sean est autodidacte. Il a quitté l'école à 16 ans et n'a pas suivi de formation artistique formelle. Mais il se plonge dans les livres d'art, visite les musées, les galeries et les ventes aux enchères pour apprendre. Ses parents jouent un rôle essentiel. George sert de visage, honnête père de famille qui paye ses impôts. Il vend les œuvres en prétendant qu'elles sont des héritages familiaux. La maman, Olive, un peu plus en retrait, répond au téléphone et aide dans la prétendue provenance. Le frère, George, s'occupe de la question financière, des comptes et de l'argent, car il faut bien que quelqu'un pense un petit peu à l'argent dans cette famille. Ce petit abri de jardin derrière la maison, Scotland Yard le surnommera l'annexe nord du British Museum. Le business des Greenhalgh fonctionne comme une petite entreprise familiale, mais avec de grandes ambitions. Entre 1989 et 2006, la famille forge des dizaines d'objets d'art. Des sculptures égyptiennes, des bas-reliefs assyriens, des bijoux et même des peintures. Sean façonne la pierre, le marbre, mais aussi le métal et le verre. Il utilise des outils simples, des matériaux récupérés et produit des styles très variés, ce qui rend sa production plutôt crédible. Il prête une attention méticuleuse à la prétendue provenance des œuvres. Il fabrique des faux documents, des lettres et des certificats d'héritage. Bref, des kits complets pour convaincre les experts. Le père George joue le rôle du vendeur idéal, vieillard sympathique, prétendant montrer des trésors dont il aurait hérité. Leur plus gros coup, la statuette dite de la princesse d'Amarna, vendue au Bolton Museum pour 440 000 livres. Si ça c'est pas du retour sur investissement, et ce n'est pas la seule. Il y avait aussi un faune attribué à Gauguin, rien que ça. Des pièces en argent et des objets provenant de toutes les époques. Comment ont-ils fait? Le talent de Sean est extraordinaire, il mériterait une médaille. Par exemple, pour la princesse d'Amarna, il l'aurait sculptée en 3 semaines seulement, avec un matériau calcaire recouvert de terre mélangée à du thé pour lui donner un aspect vieilli. Il s'inspirait de livres d'histoire d'art, de catalogues de vente aux enchères, il étudiait les styles, les textures et les gravures anciennes. Pour les pièces en métal comme le fameux Risley Park Lynx, une sorte de grand plâtre, un plateau romain en argent, il a utilisé de l'argent véritable, en fondant de vieux couverts et de vieilles pièces de monnaie. Et pour le faune attribué à Gauguin, il l'a fait en argile, tout simplement, qu'il a recouvert de terre récupérée dans un parc local, mélangée à des cendres de cigarettes. Mais il y a aussi des faux qui tiennent plus dans le génie de la mise en scène. Un relief assyrien contenant des écritures cunéiformes, et qui va poser problème plus tard. Sean racontera par la suite qu'il laissait parfois volontairement des détails, comme des tells, mot anglais que les joueurs de poker connaissent bien, pour tester la capacité des experts à détecter le vrai du faux. Et oui, beaucoup de faussaires s'amusent à faire ça, et moi aussi. Et puis, il y a ses premières expérimentations. Quand il était jeune, il a peint un portrait sur de vélin ancien. Vélin qu'il a fixé sur une vieille planche de bois provenant d'un vieux bureau d'école en style victorien. Il avait même retourné la feuille du vélin pour donner l'impression que celui-ci avait été peint par un gaucher, ce qui pourrait éventuellement rappeler le travail de Léonard de Vinci. Autant viser haut. Le volet vente et marketing était tout aussi soigné que la fabrication, voire plus. George, le père, en bon comédien, approchait les musées, les galeries et les maisons de vente aux enchères en jouant le rôle d'un collectionneur modeste, en prétendant que les objets étaient dans sa famille depuis des générations. Que de talent au sein d'une même famille. Il inventait des histoires d'ancêtres, un arrière-grand-père qui aurait acheté telle pièce lors d'une vente aux enchères, un grand-père antiquaire, un cousin mystérieux, tout pour donner de la légitimité. La provenance étant soutenue par les faux catalogues d'enchères, des faux certificats d'héritage et autres fausses lettres fournies par son fils. Mais soyons honnêtes, ce qui a vraiment convaincu les experts, c'est l'appât du gain, se voyant déjà faire l'affaire du siècle en dépossédant un pauvre homme d'un bien d'une valeur inestimable. Si leur cœur était vraiment épris d'art et non pas d'argent, ils ne se seraient pas laissés tromper. Certaines œuvres ont été achetées par des institutions très prestigieuses. Le fameux faune, attribué à Gaudin, a été acquis par l'Art Institute de Chicago. Rien que ça, qu'il l'a exposé par la suite comme une redécouverte.
Pourtant, malgré les ventes importantes, la famille Greenhalgh ne vivait pas dans le luxe. Ils ont conservé un train de vie très modeste. Contrairement à ce que les médias et la justice aiment nous faire croire, l'appât du gain n'est pas la motivation première d'un faussaire. Faire un faux qui peut bluffer tout le monde jusqu'aux experts est un art. Et un faussaire qui arrive à faire ça mérite mieux le statut d'artiste qu'un Fernand Léger ou un Alberto Giacometti, dont les œuvres ne sont pas difficiles à produire, mais uniquement difficiles à reproduire. Car reproduire, c'est imiter la main de l'autre. Selon la police, ils auraient gagné à peu près 850 000 livres durant ces années. Mais une grande partie de cet argent a été restituée à la suite du procès. Si vous voulez mon opinion, et je vais vous la donner quand même, ils auraient bien mérité de le garder ce pognon. Mais tout cela ne pouvait pas durer éternellement. L'affaire commence à fissurer vers 2005-2006. Les fameux bas-reliefs assyriens. 3 d'entre eux ont été envoyés au British Museum pour authentification, ce que apparemment personne n'avait songé à faire avant de signer un chèque. Et là, coup de théâtre, les experts détectent des anomalies, des fautes d'orthographe dans l'écriture cunéiforme. C'est pas de bol. La pierre ne correspond pas non plus. Quant aux harnais des chevaux sur la gravure, ils sont anachroniques. Cela veut dire que Sean a reproduit des harnais modernes à la place de reproduire des harnais d'époque. En gros, ils étaient très jolis, mais ils étaient loin d'être parfaits. Mais l'avidité crapuleuse des marchands d'art et des experts, qui est en général juste un autre mot pour dire marchand d'art, fait qu'ils se sont convaincus eux-mêmes. Ils ne voulaient probablement juste pas savoir, dans l'espoir de se faire un bon bénéfice en pigeonnant un collectionneur par la suite. Et oui, c'est pas tous les jours qu'on a une telle affaire à proposer. Et donc, en mars 2006, comme on pouvait s'y attendre, la police perquisitionne la maison des Greenhalgh et l'abri de jardin. Et là, caverne d'Ali Baba. Sculptures, peintures, documents, catalogues falsifiés, tout y est. Le procès débute en 2007 et là, bien sûr, Sean doit plaider coupable pour conspiration en fraude et blanchiment d'argent. Il est condamné à 4 ans et 8 mois de prison. Quel danger pour la société. Son père George et sa mère Olive reçoivent une peine avec sursis, due à leur âge avancé. Il aurait été quand même sadique de laisser 2 vieillards mourir en prison pour un crime aussi léger. Le juge William Morris, tout fier de lui, déclare qu'il s'agit d'une conspiration ambitieuse, fondée sur le talent, mais appliquée à de mauvaises fins. Il aurait pu fermer sa gueule, mais il voulait sa petite heure de gloire. La presse britannique a surnommé cette affaire The Antique Rock Show, le spectacle antique des voyous. Une escroquerie d'antiquité mise en scène comme une comédie. Sean affirme qu'il ne l'a pas fait pour de l'argent. Il voulait pointer du doigt le monde de l'art et montrer qu'avec un peu de talent et aucun réseau, on pouvait duper les experts. Version qui bien sûr n'intéresse ni la justice ni les médias. Non, quand tu te fais choper pour faux trop bien fait, la seule défense autorisée est l'autoflagellation. Je suis une merde. En gros, pleurer et dire que tu regrettes d'avoir fait quelque chose d'aussi monstrueux. Du coup, il doit adapter son langage. Il décrit sa frustration, qu'il venait certainement de s'inventer, et qui était bien moins vrai que ses œuvres. « Je n'ai pas de style à moi, disait-il. Tout ce que je peux faire, c'est copier. » Il ne devait certainement pas en penser le moindre mot. En clair, baisse tes yeux et embrasse mes pieds. La justice dans toute sa splendeur. Après sa sortie de prison, il n'a pas totalement abandonné l'art. Il continue de créer, mais en indiquant qu'il s'agit de copies ou d'œuvres inspirées d'eux, pour éviter de retomber dans l'illégalité. Je devrais peut-être faire pareil avec mes sacs à main. Qu'en pensez-vous? En 2019, il fait une apparition publique au Bolton Museum, parlant de son passé et exposant de nouvelles œuvres. Non pas des faux passés pour authentiques, mais des créations ouvertes. Tout ce que l'on attend d'un artiste. Et comme vous pouvez l'imaginer, le monde de l'art s'en torche les fesses. Puisque cela ne peut pas leur permettre de se faire un bénéfice conséquent, et c'est bien là que se trouve leur motivation première. La famille Greenhalgh est un cas fascinant, non seulement pour l'ampleur de l'affaire, mais pour ce qu'elle nous dévoile sur le monde de l'art. Comment une histoire, un récit et une prétendue provenance peuvent avoir plus d'importance que la vérité matérielle. Sean Greenhalgh reste un personnage ambivalent, artiste, faussaire et provocateur. Mais son œuvre continue de fasciner et d'enseigner. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce un génie pervers, un escroc talentueux ou rien de tout ça? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, likez et partagez, ça serait cool. Et à bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde des faussaires.